Allez, allez, plus vite! Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Yves Verquin, je suis professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur à l'école de droit de la Sorbonne et professeur de droit privé. Voilà. Il est vrai que dans ma spécialité, je travaille spécialement les questions liées au droit du travail et au droit de la protection sociale. Et il est vrai aussi que j'ai un petit complément, un autre aspect de mon activité qui est lié à la théorie générale du droit. Voilà. J'indique aussi qu'avant de venir à l'université, j'ai été avocat pendant 7 ans au barreau de Lille. Et ce qui évidemment me donne un regard nécessairement légèrement différent sur le droit en général et sur le droit du travail en particulier. Je pense qu'on ne sort jamais complètement indemne d'une pratique d'avocat, par exemple, lorsqu'ensuite on doit enseigner le droit. Et je pense que c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez percevoir la façon dont je regarde, moi, aujourd'hui, le droit du travail d'un point de vue universitaire. Donc, premier temps, je crois que c'est très important, les origines. Les origines, si je les examine, ce n'est pas parce qu'elles seraient une sorte de point de passage académique, de point de passage obligé, où on ferait toujours un tout petit peu d'histoire pour mieux entrer en matière. Je crois qu'ici, le statut de l'histoire est très différent, en ce sens que l'histoire de la protection de la santé au travail imprègne encore grandement nos façons de regarder la santé au travail. Et par exemple, je crois que c'est un des éléments les plus significatifs, par exemple, le fait que le droit de la protection de la sécurité et de la santé au travail ait d'abord été un droit de protection des corps, a conduit effectivement à créer un dispositif normatif qui est complètement ancré dans la protection physique du travailleur et qui rend quelque part difficile l'apprentissage et la découverte d'autres atteintes à la santé, et notamment les atteintes à la santé mentale. C'est-à-dire que nous avons énormément de peine à penser la question de la santé mentale, du point de vue du droit, hein, j'entends bien, je ne suis ni psychologue, ni sociologue, ni ergonome. Du point de vue du droit, nous avons énormément de peine à penser la question de la santé mentale au travail parce que nos catégories juridiques ont été forgées dans l'histoire à partir des atteintes ou de la lutte contre les atteintes à la santé physique. C'est la raison pour laquelle le passage aux origines me paraît extrêmement important. Les toutes premières lois sociales, effectivement, ont été des lois destinées à assurer la protection du corps du travailleur. En réalité, les toutes premières lois sociales, que ce soit la loi de 1841, la loi Cunin-Griden sur le travail des enfants, ou la loi de 1874 sur le travail des femmes et des enfants, les toutes premières lois sociales sont des lois qui sont très très ambiguës, en ce sens qu'elles sont au point de convergence de 3 courants. Le premier courant est un courant de type philanthropique. Des auteurs comme Villeneuve-Bargemont, qui à l'époque est préfet dans le nord de la France, défendent ce qu'ils appellent une sorte d'économie politique chrétienne, avec l'idée que le sort de l'ouvrier doit être amélioré. Nous sommes dans une logique d'assistance, nous sommes dans une logique philanthropique. C'est le premier volet. Le deuxième volet est déjà nettement moins enthousiasmant, c'est le volet de l'hygiène. C'est-à-dire que cette époque où se constitue le premier droit social est aussi l'époque des grands hygiénistes. Et l'idée est ici d'assurer la promotion de l'hygiène et de la santé dans la population, créant certes les conditions d'une sécurité sanitaire. Le mot, évidemment, employer ce mot-là est un anachronisme, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire lutter contre les grandes épidémies, contre les grandes atteintes à la santé. Et le troisième courant
Le troisième courant est beaucoup plus cynique. C'est l'idée qu'il faut quand même veiller à assurer la sauvegarde et la reproduction de la force de travail. Pour le dire de façon un peu violente et peut-être un peu agressive, la loi Cunin-Gridden, par exemple, qui est la première loi sur le travail des enfants, et que l'on considère habituellement comme la première loi sociale, cette loi Cunin-Gridden est une loi qui est à la fois le résultat du rapport Villermé publié en 1840, que chacun connaît, et en même temps le résultat de l'action des relais politiques des militaires. En effet, les militaires dans les années 1840 constatent que les jeunes ouvriers sont malades, sont chétifs, sont abîmés, et pour le dire un peu rudement, comment tenir un fusil quand il ne vous reste plus qu'un seul bras. Et donc les militaires tirent la sonnette d'alarme en disant, en réalité, si nous voulons encore de bons petits soldats, veillons quand même à ce que, à l'âge de la conscription, c'est-à-dire à 20 ans, ils ne soient pas déjà démolis par le travail. Même cynisme dans les premières lois de protection des femmes. Alors, là encore, les juristes, lorsqu'ils font l'histoire du droit du travail, ont tendance à mettre en évidence que le tout premier droit du travail est un droit de protection. Certes, c'est un droit de protection, mais là encore, s'agissant de la protection des femmes, c'est un droit qui n'est pas dénué d'ambiguïté. Pourquoi ? Parce que protéger les ouvrières, c'est aussi protéger la reproduction de la force de travail. Si les ouvrières sont trop abîmées par le travail, alors elles ne pourront plus porter les bons petits ouvriers de demain. Pour le dire encore plus brutalement, même si ça caricature un petit peu, si vous voulez, cet événement historique, au fond, ce que l'on protège à travers l'ouvrière, c'est avant tout son utérus. C'est-à-dire la force de reproduction, la reproduction de la force de travail et la force de reproduction de la force de travail. Donc vous voyez que les premières lois, jusqu'en 1891, sont marquées du sceau de cette ambiguïté, de cette ambivalence. Ça ne veut pas dire que ça ne conduit pas à des progrès, évidemment. Ne serait-ce que parce que ces premières lois, notamment la loi de 1874, créent un embryon de corps de contrôle. Il ne s'agit pas encore des inspecteurs du travail au sens où nous l'entendons. Ils n'en ont ni les pouvoirs, ils n'en ont pas les moyens, ils sont très très peu nombreux. Mais en réalité, c'est la première fois qu'affleure l'idée que l'on pourrait avoir dans l'entreprise l'intervention de corps de contrôle. Cela sera confirmé à la fin de cette première période par la loi de 1891, qui est habituellement considérée comme la loi de naissance d'un corps d'inspection du travail moderne. Ce corps d'inspection qu'un auteur, par ailleurs inspecteur du travail, un auteur contemporain, appellera quelques années plus tard les voltigeurs de la République, c'est-à-dire ceux qui vont de façon très irrégulière, c'est le sens du voltigeur, c'est les petits groupes qui vont harceler l'ennemi. Les voltigeurs de la République, au sens militaire du terme, ce sont ceux qui vont, dans les entreprises, vérifier l'application réelle de ce corps de règles naissant. Bien. Les choses changent très profondément, ça il faut bien le dire, avec la loi de 1898 sur la réparation des accidents du travail. Je pense que la première ligne de fracture se situe à ce niveau-là. Et là aussi, elle n'est pas sans ambiguïté. Pour le dire très vite et pour ne pas rentrer dans des arguties juridiques, la situation telle qu'elle se présente avant la loi de 1898 est la suivante. Les travailleurs qui sont victimes d'un accident du travail, à l'époque, seuls existent les accidents du travail, les maladies professionnelles, on n'imagine même pas qu'elles puissent exister, mais seuls existent les accidents du travail. Les travailleurs qui sont victimes d'un accident du travail et qui voudraient, le cas échéant, avec toutes les difficultés que vous imaginez, agir en justice pour obtenir la réparation, sont obligés de se placer sur le terrain du Code civil. Et le Code civil de l'époque, comme celui d'aujourd'hui,
comporte un certain nombre de dispositions, parmi lesquelles les articles 1382 et 1383 du Code civil, de ce dit Code. 1382, 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est le texte de l'époque, c'est le texte d'aujourd'hui. Bien. À l'époque, là, il n'y a de responsabilité que de responsabilité fondée sur la faute. En d'autres termes, le travailleur victime d'un accident au travail, s'il veut obtenir réparation de son préjudice, il faudrait qu'il démontre trois choses. Il faudrait qu'il démontre la faute de l'employeur, il faudrait qu'il démontre son préjudice, et il faudrait qu'il démontre le lien de causalité entre la faute commise par l'employeur et le préjudice subi. Démontrer le préjudice, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il vous manque un bras, ça se voit. Vous êtes devenu aveugle, ça se voit. Démontrer la faute, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et quant à démontrer le lien de causalité entre la faute et le dommage, alors là, mieux vaut ne pas y penser. Or, dans les années 1890, on voit apparaître dans les relations sociales les premiers effets du machinisme. Or, l'accident résultant du machinisme est un accident qui présente des caractéristiques tout à fait particulières. Surtout, il est anonymé. La machine est anonyme. L'explosion de la chaudière, pour reprendre une espèce célèbre de la jurisprudence, l'explosion de la chaudière est anonyme. Les accidents sont anonymes, ce qui revient à dire qu'il est rigoureusement impossible pour celui qui a été victime d'un préjudice d'apporter la démonstration de la faute de quelqu'un de particulier. Résultat de l'opération, la stricte application du Code civil place le salarié en totale déshérence, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'obtenir la moindre réparation. Et c'est là, alors excusez-moi, je vais être un peu plus juridique, mais bon, vous n'êtes pas obligé de retenir le détail, mais il faut comprendre ce qui se passe à ce moment crucial-là. Dans la doctrine juridique de l'époque, il y a quelques auteurs, je vous cite leur nom, Saleil, Josserand, qui sont frappés par l'injustice profonde qui est faite aux travailleurs victimes d'accidents. Et ils n'ont pas, comme ce sont plutôt des juristes traditionnels, ils n'ont pas non plus envie de mettre à bas le Code civil. Alors ils vont dire la chose suivante, je résume plusieurs dizaines, centaines de pages de débats, de discussions, ils vont dire la chose suivante, dans les années 91, 92, au fond, il faut lire le Code civil au moment où on l'applique et non pas au moment où il a été rédigé. En d'autres termes, le Code civil a été écrit en 1804 dans une société essentiellement rurale où il n'y avait pas véritablement d'industrie, à part quelques manufactures. 90 ans plus tard, la société n'est plus la même. La société est une société industrielle. Et donc, quand on applique le Code civil de 1804 en 1894, eh bien, il faut lire ce Code civil différemment. Et ils vont s'y prendre par des voies très différentes. Certains, ce sera le cas de Saleil, va dire « Regardons l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Regardons ce texte. Quel est le mot le plus important? C'est pas le mot faute, c'est le mot fait. » Et il va dire, dans un petit ouvrage assez extraordinaire qui s'appelle « Les accidents du travail et la responsabilité civile », il va dire, si nous lisons le Code civil en 1897, là il écrit cela en 1897, ce qui importe, c'est le mot fait, et le mot fait, il est tout à fait indépendant de la faute de quiconque.
il y a un fait générateur d'un dommage, donc la chaudière explose, ça c'est un fait. On n'a pas à rechercher, c'est la faute à qui a fait pas, qui a fait ça, qui a fait ci, etc. On n'a pas à rechercher ça, le fait est là, le dommage est là, le fait produit le dommage, donc celui qui est à l'origine du fait, et c'est celui qui exploite la machine ou le bateau ou je ne sais quoi, est responsable, j'ai presque envie de dire, automatiquement. Josserand, lui, adopte une autre position, je passe sur les détails, il va chercher un autre article du Code civil qui jusque-là était imaginé comme une seule illustration de l'article 1382. Et il va chercher l'article 1384 du Code civil, qui est un article consacré notamment à la responsabilité du gardien des choses inanimées. Et Josserand dit, jusqu'à présent, on a toujours interprété ce texte comme étant une illustration de 1382, donc on a toujours interprété ce texte comme étant un texte qui sanctionne le gardien fautif. Il faut démontrer sa faute. Et Josserand dit non. Non. 1384 n'est pas une illustration de 1382. 1384, c'est un article autonome. Et cet article dit que l'on est responsable des conséquences que la chose inanimée dont on est le gardien provoque, indépendamment du fait que l'on ait commis une faute ou pas. On est le gardien, on a le pouvoir sur la chose, on dirige la chose, donc on est responsable de ce que cette chose produit. Et évidemment, ça colle très bien à l'accident du travail, parce que la plupart des accidents du travail sont dus à l'action de choses, la machine, le train, le véhicule, etc., etc., etc. Et surtout la machine. Et donc, dit Josserand, eh bien, la seule question qu'on a à se poser, c'est qui est le gardien de la chose? Et il répond en disant, ben, le gardien de la chose, c'est d'abord celui qui est propriétaire de la chose. Qui est propriétaire de la machine? C'est le patron, donc le patron est responsable des dommages que la machine en fonctionnement crée à autrui. Vous voyez ce que ça signifie? Dans cette rupture, à l'époque, là, on voit bien que cette capacité assez extraordinaire de certains articles du droit d'appréhender des réalités sociales mouvantes. Si je vous le dis tout de suite, c'est que je vous le redirai tout à l'heure avec la découverte de l'obligation de sécurité de résultat. Et là, on fait un grand saut de plus d'un siècle, en 2002, et on va voir que c'est la même logique qui va être à l'œuvre. C'est-à-dire que la doctrine et le juge vont, à partir des textes existants, par un raisonnement, adapter ces textes à une réalité sociale nouvelle. On y reviendra. La loi 1898 apparaît dans ce contexte-là, parce que vous comprenez bien que la position d'un Josserand, la position d'un Saleil, qui sont relayées par la jurisprudence, fait très peur aux patrons de l'époque. Et c'est là que va intervenir le fameux compromis de 1898, sur lequel nous vivons toujours. La loi de 1898 est toujours applicable. C'est celle qui règle la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle est certes insérée dans le Code de la sécurité sociale, mais en fait, les textes n'ont quasiment pas bougé, ils ont été complétés, mais ils n'ont quasiment pas bougé depuis 1898, je vous le signale. Et alors, ce compromis 1898, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela résulte de la peur des patrons de voir engager systématiquement leurs responsabilités pour risque. Et la loi de 1898 va faire quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'elle va créer en matière d'accident du travail une responsabilité automatique de l'entreprise, en l'associant à une possibilité pour l'entreprise de s'assurer, mais en même temps, elle va cantonner la réparation en disant cette responsabilité est certes automatique, mais forfaitaire. Et effectivement, on va voir apparaître des barèmes de réparation qui vont se perfectionner au fil du temps, mais qui vont instaurer une forfaitisation
de la réparation, ce qui veut dire que ces barèmes, que cette technique de forfaitisation va rendre le préjudice assurable, puisque l'employeur pourra anticiper par l'assurance le coût que représentera l'éventuel accident du travail. Bien, ça c'est ce qu'on appelle habituellement le compromis, le deal de 1898. Dans la première loi sociale, dans cette première époque, le phénomène de développement des lois sociales va s'accélérer avec les premières lois sur le repos et la durée du travail, les premières lois de 1906 sur le repos hebdomadaire et la grande loi de 1919 sur la journée de 8 heures et la semaine de 6 jours. Bien. Les premières inflexions de la matière vont apparaître avec, dans la doctrine, là encore, avec l'émergence, le passage, plus exactement, d'un droit, d'une législation purement industrielle, assez technique, technologique, à un véritable droit du travail qui va aller au fil du temps en s'enrichissant. Il y aura l'utilisation, à un certain temps, dans les années 1920, je vous signale, du concept de droit ouvrier par un auteur qui s'appelle Sell, mais cela n'aura pas beaucoup de suite, en quelque sorte. On va progressivement imaginer qu'il puisse y avoir un véritable droit du travail qui règle les relations individuelles et collectives de travail. Ça, c'est la première inflexion, la première systématisation, on va dire, de ce droit social, qui reste véritablement encore fortement marqué par la protection du corps, des corps, pourrait-on dire, soit par le canal de la réparation des accidents du travail, soit par le canal du contrôle de la durée du travail, avec toutes les limites que vous imaginez aisément. En fait, dans ce droit du travail naissant, il y a deux paradigmes qui sont à l'œuvre. Il y a un paradigme de l'entreprise industrielle et il y a un paradigme du droit du travail proprement dit. Et ce paradigme, alors ce qu'on appelle un paradigme de façon un peu plus scientifique, c'est à un moment donné un ensemble de conceptions, un ensemble d'idées, un ensemble de normes, un ensemble d'institutions qui font en quelque sorte consensus. Mais surtout, ce qui est dominant dans un paradigme, c'est la représentation qu'une collectivité donnée se fait de sa propre situation. Donc le paradigme est affaire de représentation avant d'être affaire de réalité. Ce qui est certain, c'est que le droit du travail naissant tient sur deux paradigmes. Le premier paradigme, c'est celui de l'entreprise industrielle, je le disais, c'est-à-dire le paradigme d'un espace qui est identifié, qui est unifié. Ce sont les briques. Voilà, c'est l'usine. L'usine avec la cheminée, avec les machines, avec les personnes qui rentrent au même moment, qui sortent au même moment, etc. etc. Ça, c'est le paradigme de l'entreprise qui structure ce droit du travail naissant. Nous sommes encore un peu imprégnés de ce paradigme. Il y a quelques années encore, maintenant ça commence à dater, mais je vais dire 5-6 ans, c'est quand même pas le bout du monde. Il y a quelques années encore, j'avais fait un petit exercice avec mes étudiants à Lille, spécialisés en droit social, et je leur avais demandé, en arrivant au premier cours, en disant « mais prenez une feuille de papier », j'ai déjà raconté ça, certains connaissent l'anecdote, « prenez une feuille de papier et puis dessinez-moi une entreprise ». Et ces étudiants, ces jeunes d'une 25 ans, m'ont tous dessiné l'image, voilà, le toit et la cheminée. Et j'aurais dit « mais vous voyez ça où ?» C'est ça un paradigme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, de façon inconsciente, ou consciente, mais en tout cas principalement inconsciente, imprime notre façon de voir, par exemple, l'entreprise.
Ce paradigme, et c'est aussi un paradigme qui met en œuvre un temps de travail identifiable et un horaire collectif. Ça se traduit comment? C'est la sirène. C'est clair. C'est le moment où la sirène sonne, appelle les travailleurs du poste au travail. Et le coup de sirène, c'est la fin du poste de travail. Donc, et tout le monde, en tout cas par équipe, on était sur travailleurs de nuit, travailleurs de jour, travailleurs du matin, travailleurs du soir, enfin bon, c'est des catégories qui naissent dans la pratique de l'entreprise à cette époque-là, mais par catégorie, par poste, tout le monde rentre en même temps. Vous avez peut-être vu, si vous êtes originaire, peut-être certains d'entre vous sont originaires de la région de Saint-Étienne ou du Nord, enfin du Creusot ou Saint-Étienne, ou du Nord ou de l'Est, vous avez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, en tout cas moi je me souviens très bien de cela, la file de bus qui amenait les salariés du poste du matin à 5 h du matin, dans le Nord, dans le textile. C'était les ouvrières en fait de la région des mines qui venaient travailler dans la région textile de l'île, et il y avait une noria de bus qui arrivait à la même heure sur la place devant l'usine pour débarquer les ouvrières, reprendre les ouvrières du poste de nuit, faisait l'aller-retour, puis on faisait la même chose au poste à 1 heure, hein, puisque c'était des postes 5 à 1, 1 à 9, etc., etc. Donc tout le monde en même temps. Ça faisait partie aussi du paradigme. Là encore, ce paradigme, nous l'avons en tête. Réfléchissez un instant. La notion même d'horaire hebdomadaire de travail porte ce paradigme-là. 35 heures. Il y a un début, il y a une fin, et il y a une addition d'heures qui vous permettent d'arriver à 35 heures. En fait, la notion même d'horaire, de durée hebdomadaire de travail est l'héritière de ce paradigme-là. Et le troisième élément du paradigme de l'entreprise industrielle, c'est la collectivité de travail. La collectivité de travail, c'est-à-dire une présence en même temps, dans le même lieu, d'un ensemble de travailleurs à leur poste de travail. Et cette idée de collectivité de travail, alors là j'emploie exprès le terme collectivité de travail et non pas le terme collectif de travail qui renvoie à une notion qui est plutôt du ressort de l'ergonomie ou de la sociologie du travail, principalement. Là, nous sommes plutôt dans la collectivité de travail qui se forge et qui, évidemment, est productrice dans l'entreprise, alors, à la fois de solidarité et en même temps de conflit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus idéaliser la collectivité de travail. La collectivité de travail, c'est aussi un lieu de tension. C'était vrai à l'époque, c'est vrai encore aujourd'hui. Peut-être que la problématique aujourd'hui, c'est justement la dilution de la collectivité de travail. Bien, on verra que les paradigmes de ce point de vue-là sont en torsion. Le paradigme du droit du travail, quant à lui, tient autour de trois idées. La première, c'est un droit qui est un droit légiféré. C'est un droit légiféré et réglementaire. C'est-à-dire, c'est un droit qui est produit par l'État. Ça n'était pas d'ailleurs forcément si bien accepté que cela par les organisations syndicales de l'époque. C'est-à-dire que il y a des pages extrêmement dures dans les écrits de la CGT naissante. Hein, n'oubliez pas que la CGT se crée en 1895. Il y a des écrits extrêmement durs à l'égard du droit du travail qui est perçu comme un droit bourgeois. Parce qu'au fond, il est produit par le législateur, et que le législateur, c'est l'État, et que l'État est un État bourgeois. Donc, néanmoins, c'est un État qui est un État producteur de normes. Il n'y a pas de place, ou très peu de place à l'époque, pour ce que l'on appellerait aujourd'hui les conventions collectives. Tout au plus peut-on noter dans certaines régions, alors je pense notamment à une affaire célèbre dans la région de Montceau-les-Mines et de Charolles, une affaire célèbre concernant les tarifs des ouvrières. Alors ce qu'on appelait un tarif, c'était des ouvrières principalement, mais ça aurait pu être des ouvriers. Ce qu'on appelait à l'époque le tarif, c'était au fond l'accord qui était collectivement passé sur
le paiement des heures, la façon dont on payait les heures. Mais au fond, on n'a rien d'équivalent avec nos conventions collectives contemporaines, et évidemment, qui viendront plus tard. Enfin, les premières conventions collectives, la première loi sur les conventions collectives viendra en 1919 et surtout en 1936. Bon. Mais donc, c'est un droit étatique, c'est un droit interventionniste. C'est aussi un droit de combat, ce droit du travail naissant. C'est un droit de combat, c'est-à-dire l'idée que, en réalité, c'est par des combats ouvriers et par la lutte ouvrière que l'on fait avancer le droit ouvrier ou le droit du travail, que l'on acquiert de plus en plus de protection. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que si vous regardez la loi de 1919 sur la durée du travail, et si vous regardez plus encore, un peu plus tard, les grandes lois de 1936, il est clair que ces lois n'auraient pas été adoptées s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, le mouvement du Front populaire. Bon. Donc il y a cette idée aussi d'un droit de protection qu'on va améliorer, mais qu'on va améliorer par le combat. Ces paradigmes que je viens d'identifier vont, à un moment donné, et grosso modo, on peut citer la période qui irait de 1898, on va dire 1900, à 1900 ou à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, grosso modo, cette période-là, assez large, vous voyez, qui couvre à peu près une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, on va dire. Les deux paradigmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le paradigme de l'entreprise industrielle et le paradigme du droit du travail, vont converger pour créer ce que j'aurais tendance à penser comme étant le tout premier droit de l'hygiène et de la sécurité. Ce tout premier droit se caractérise par trois choses. D'abord, le poids des normes techniques. C'est-à-dire que le droit qui s'élabore à ce moment-là est un droit qui est imprégné de normes techniques et technologiques. On y définit la luminosité des ateliers. On y définit la température acceptable dans les ateliers ou dans les bureaux. On y définit, on y définit la lumière en luxe, on y définit la température en degrés, on y définit l'hygrométrie en nombre de molécules d'eau par, etc., etc. Donc nous sommes dans un droit, au fond, un droit qui est presque plus un droit de l'ingénieur, c'est la grande époque des ingénieurs, un droit qui est un droit plus de l'ingénieur qu'un droit véritablement du juriste, ou qu'un droit même du sociologue ou du psychologue. Hein, nous sommes là dans la grande époque, précisément, de la montée en puissance des ingénieurs, qui est d'ailleurs très liée, au passage, à la création d'écoles spéciales d'ingénieurs. Je veux dire, le berceau du CNAM, il est là. C'est-à-dire le Conservatoire national des arts et métiers, il est là. Il est dans cette mouvance-là. De la croyance, en réalité, que la rationalité de l'entreprise et la rationalité des relations sociales en entreprise se construit à partir de normes techniques. Et alors, le premier résultat de cela, c'est que c'est un droit qui va être, ce droit de l'hygiène, ce tout premier droit de l'hygiène et de la sécurité, c'est un droit qui va être complètement déserté par les juristes. Mais alors, complètement. Et jusqu'à une date récente. Je vous le dirai tout à l'heure, jusqu'à une date récente, il y a quelques auteurs qui s'intéressent à la question, mais on n'y trouve pratiquement pas de juristes avant les années 70, 1970, mais vous allez voir pourquoi. On y trouve encore une fois assez peu de médecins, très peu de médecins. Les ingénieurs tiennent le haut du pavé en la matière. Deuxième élément de ce premier droit de l'hygiène et de la sécurité, la primauté de l'environnement physique et matériel du travail. Je vous renvoie là aux expériences qui sont menées, la transformation des organisations tayloriennes, pour les bureaux, l'utilisation de la rationalité d'un auteur comme Fayol, qui va essayer de déplacer la logique tayloriste dans le travail de bureau, avec derrière, quand même, toujours la structure d'une entreprise identifiée, mon paradigme de tout à l'heure, c'est-à-dire une entreprise
où les gens sont tous là en même temps, selon une pyramide, ça c'est l'idée de Fayol, l'entreprise est pyramidale, avec un chef, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, etc., jusqu'à l'exécutant. C'est-à-dire que Fayol va rentrer dans une logique qui est somme toute assez proche de celle de Taylor, avec la grande distinction entre les tâches d'exécution et les tâches d'organisation ou les tâches liées à la décision ou au choix stratégique. Et la troisième caractéristique de ce premier droit d'hygiène et de la sécurité, c'est que, évidemment, c'est facile à comprendre, c'est un droit qui protège ou qui cherche à protéger de mieux en mieux l'intégrité physique du travailleur, l'intégrité, je dis bien, physique du travailleur. Et qui accrédite en réalité quelque chose qui est beaucoup plus profond, et là c'est un collègue qui m'a fait découvrir ça, et je me suis dit qu'il fallait que je creuse, mais je vous restitue sa pensée. C'est Francis Meyer, qui est un excellent spécialiste strasbourgeois du droit de la santé au travail, et je l'ai écouté récemment, et lui disait, mais oui, il y a cette focalisation sur la protection du corps et de l'intégrité physique, évidemment, et lui rattache ça à quelque chose de beaucoup plus profond, d'ordre philosophique, et qui est lié, à l'époque des Lumières, à la volonté de bien distinguer le corps et l'esprit. L'idée que les deux choses sont distinctes désormais, et en réalité, évidemment, quand on est confronté à l'accident du travail qui met en péril les corps, au fond, l'esprit ne nous intéresse qu'assez peu. Et l'esprit du travailleur ne nous intéresse qu'assez peu, y compris d'ailleurs dans la logique terrorienne. Souvenez-vous, pour Taylor, il est bon, il est essentiel que l'ouvrier ne pense pas. Parce que s'il pense, il ralentit. Donc, alors, Francis Meyer développe cette idée-là, et je la trouve très, très... J'avais jamais pensé à la rattacher aussi loin, mais je trouve que c'est une excellente idée qui méritera d'être creusée. Dans les années 70, on focalise un peu sur les accidents du travail, grâce, je dois le dire, aux premiers contentieux emblématiques qui vont utiliser fortement le droit pénal. Je pense que là, il y a un rôle déterminant qui a été joué par le syndicat de la magistrature. Dans ces années-là, le syndicat de la magistrature naît en 1970, et nous avons un certain nombre d'affaires sur la période 70-80 qui vont être fortement médiatisées, où des juges d'instruction en particulier, vont engager des procédures pénales dont tu parleras tout à l'heure, j'imagine, hein, entre autres, vont engager des procédures pénales, vont utiliser le droit pénal en présence d'accidents du travail. Alors, dans les mines, il y a les grandes affaires des accidents miniers, la dernière étant celle de 1974, le dernier grand accident de mine à Liévin. Ces contentieux emblématiques pénalisés, au fond, vont provoquer deux choses. Ils vont provoquer d'une part une prise de conscience, ça c'est sûr. Mais, alors il y a du débat extrêmement violent, enfin, je veux dire, il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. La mise en cause pénale d'un employeur ou d'un cadre pour un accident du travail, d'un cadre titulaire d'une délégation de pouvoir, ça fait du bruit. Hein, je veux dire, on a quand même eu des espèces où la chambre d'accusation, à l'époque c'était la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, se réunissait exprès le samedi après-midi pour pouvoir remettre en liberté un cadre qui avait été incarcéré le vendredi après-midi. C'est une célérité de la justice plutôt rarissime à l'époque. Parce qu'un juge d'instruction avait décidé de l'incarcération du cadre ou du chef d'entreprise en question. Ça, on l'a eu quand même. Il faut vous rendre compte de la violence des débats à l'époque. Mais le premier effet, ça a été donc la prise de conscience. Le deuxième effet a été la loi de décembre 1976. Il ne faut pas l'oublier celle-là, parce que elle a un objectif réel, affiché, et elle a un effet induit. Et c'est l'effet induit, vous allez voir, qui va faire le basculement vers le nouveau paradigme. L'effet réel, l'effet voulu, 76, c'est faire en sorte que l'on n'aille plus au pénal. Le moins possible. Donc c'est une loi qui, sous cet angle-là, est très politique. Bon. Mais en même temps, c'est une loi qui va amorcer l'idée d'une sécurité intégrée. C'est-à-dire cette idée que la protection de la santé, les exigences de la protection de la santé doivent être prises en compte dès la conception des équipements de travail, dès les choix organisationnels, dès la conception des équipements de protection individuelle. Et donc évidemment,
ça change la donne. Parce que ça déplace le regard de l'accident à l'amont de l'accident. Pour employer un vocabulaire contemporain, ça déplace le regard de la réparation du dommage vers la prévention du dommage. Et vous voyez que cette loi qui avait une vocation qui était au fond, on va le dire très clairement, qui était d'éviter de couper l'herbe sous le pied, excusez-moi de le dire aussi violemment, mais c'était un peu l'idée. Il s'agissait bien de couper l'herbe sous le pied de ceux que l'on appelait à l'époque encore les juges rouges, c'est-à-dire les juges du syndicat de la magistrature. Cette loi, en même temps, va créer les conditions d'un mouvement qui va mettre la prévention au premier chef. Bon. L'inflexion du paradigme, et là l'émergence du nouveau paradigme, précédemment c'était la généalogie rapprochée, maintenant c'est l'inflexion, qui résulte des années 80, et là on va voir apparaître l'impact du droit européen, avec cette directive majeure, directive cadre du 12 juin 89, qui sera transposée en droit français très rapidement, en 91, et qui va nous donner, on va le retrouver bientôt, l'article L230-2, devenu depuis, du fait de la codification, nouvelle codification, l'article L41-21-1. Et au fond, la directive peut se résumer en 4 mots. Prévenir, former, informer, participer. Chacun des postes, effectivement, de ces priorités va être décliné en règles de droit concrètes. Prévenir, ce sera l'obligation de prévention. Former, ça va être l'obligation de formation des travailleurs au risque du travail et la formation, l'exigence de formation renforcée des travailleurs qui courent plus de risques du fait de leur faible présence dans l'entreprise. Je pense aux contrats de travail à durée déterminée, je pense aux travailleurs intérimaires, je pense plus récemment aux stagiaires. Formation renforcée à la sécurité. Information, ça va être l'information sur les risques du travail. D'où le développement de ce que vous connaissez bien quand vous êtes en entreprise, toute la signalétique, toute la nomenclature des produits dangereux, etc., etc. Tout ça par une interaction permanente au passage du droit européen et du droit français. Et enfin, participer, eh bien, ça va être le rôle dévolu aux instances de représentation du personnel en matière de santé au travail et surtout la convergence, la montée en puissance, comme on dit aujourd'hui, du CHSCT comme instance centrale en matière de protection de la santé. Et je disais qu'il y avait une interaction permanente entre l'Europe et la France. C'est que la directive de 89 va être suivie par environ une quinzaine de directives d'application dans des domaines extrêmement variés, soit très techniques, on a une directive signalétique, allez la voir pour le plaisir, vous avez une annexe qui fait que 70 pages avec tous les sens des tableaux, des signes, etc. Mais aussi des directives sur le travail sur écran, des directives sur les chantiers mobiles, des directives, etc. Et une directive qu'on oublie toujours, et vous allez voir que on arrive vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui, mais ça vous le connaissez bien, il y a une directive là-dedans, qui est une directive d'application de la directive santé au travail, qui est la directive temps de travail. C'est-à-dire que pour l'Europe, le temps de travail est une question de santé au travail. Ça, c'est le grand loupé des lois Aubry. C'est-à-dire que le paramètre de la santé au travail a été complètement squeezé dans les nouvelles règles d'aménagement du temps de travail et de réduction du temps de travail. Ça, c'est vraiment un vrai loupé là-dessus. Et si on avait lu les directives européennes, à mon avis, on n'aurait pas commis cette erreur-là. Parce que les directives européennes du temps de travail qui nous sont applicables sont des directives d'application de la santé au travail. Et c'est la raison pour laquelle, il y a à peine 2 ans, quand la question est posée à la Cour de cassation de la validité des conventions de forfait annuel en jours, la Cour de cassation valide, certes,
le principe même, qui est dans la loi, des conventions annuelles de forfait en jours, mais elle dit bien que cette validation est quand même sous réserve du respect de la protection de la santé des travailleurs. Et la Cour de cassation vise explicitement la directive européenne de 93 et vise explicitement le fait que la directive européenne de 93-2003, directive temps de travail, est une émanation, une expression plus exactement, de la protection de la santé au travail. Et donc, le paradigme, ce paradigme dans lequel nous vivons présente quand même une caractéristique nouvelle. Cette caractéristique nouvelle, c'est que la thématique des conditions de travail, qui était jusque-là ravalée, et c'est pas, enfin, de ravaler c'est péjoratif, je ne devrais pas dire ça, qui était jusque-là abordée exclusivement sous l'angle des conditions physiques du travail, physiologiques, la température, la lumière, le bruit, les poussières, etc., etc. Eh bien, ces conditions de travail prennent une ampleur beaucoup plus importante, une ampleur beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'elles débordent désormais les conditions physiques du travail pour devenir aussi les conditions relationnelles du travail, pour devenir aussi les conditions organisationnelles du travail. Mais, en faisant cela, elle ramène dans le champ du droit de la santé au travail, quoi? Autre chose que le corps du travailleur. Plus exactement, elle ramène toute la personne du travailleur, c'est-à-dire, certes, son corps impacté par la chaleur ambiante, mais aussi son esprit impacté par des choix organisationnels, impacté par des choix relationnels, de ressources humaines, pour le dire vite. Au fond, on n'aurait pas nécessairement dû attendre cette époque-là. Il suffisait de relire les textes de Maillot de l'École des relations humaines de l'entre-deux-guerres pour savoir, c'est la fameuse expérience des ouvrières de la Western Electric, souvenez-vous, tous les ergonomes ont entendu parler de cette expérience, où l'on voit que l'amélioration de l'éclairage, le passage à la lumière du jour, a certes un impact sur le bien-être et donc la productivité des ouvrières, mais qu'en fait, ce qui est peut-être plus déterminant, c'est le fait qu'on se soit occupé d'elles. C'est-à-dire que c'est pas tellement le fait de passer à la lumière du jour qui est déterminant, c'est le fait qu'on ait pris conscience que c'était mieux pour elles d'avoir la lumière du jour. Et donc là, on était déjà sur un registre plus psychique, plus psychologique. Bon, on l'avait oublié entre-temps, pris dans la matrice du productivisme, on va le dire, mais ça revient là. Donc, premier élément, montée en puissance de la thématique des conditions de travail avec extension des conditions de travail. Deuxième élément, la montée en puissance et la juridisation, le terme je l'ai mis entre guillemets parce qu'il n'est pas très élégant, de l'impératif de prévention. Avant la directive de 89, avant l'article L230-1, l'obligation de prévention, c'était une obligation de faire tout ce qu'on peut pour éviter qu'il y ait un accident. Depuis l'inscription de l'obligation de prévention dans le Code du travail, c'est devenu une obligation qui a une valeur juridique qui peut être, alors peut-être pas directement, ça nous emmènerait sur des arguties juridiques trop sophistiquées, c'est pas le but ici, mais en même temps, c'est une obligation qui a un contenu juridique. Et le troisième élément, c'est le renforcement des exigences de réparation, qui là est plus sociétal, j'ai presque envie de dire, que social, c'est-à-dire que l'idée que tout dommage doit être réparé. Bon, alors on peut s'en plaindre ou s'en féliciter, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ça va cristalliser dans l'émergence, dans la naissance de l'obligation de sécurité de résultat. Vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Ça met un certain nombre de personnes en transe, ça fait très peur. Bon, alors il faut bien comprendre, il faut regarder mon schéma là, c'est-à-dire qu'on est bien là, au point de contact, à un instant donné. C'est pour ça que j'ai parlé de cristallisation. Vous savez, un peu comme
pour prendre une image facile, mais qui est une image quasiment chimique, mais après tout, on est au CNAM, on peut essayer. Vous avez un précipité, moi qui suis absolument pas scientifique du tout, c'est la seule chose qui m'a un peu émerveillé dans le domaine scientifique. Vous avez un liquide incolore, puis dedans, vous mettez une goutte d'un autre liquide incolore, et ça devient bleu. Ça, c'est merveilleux, moi, je trouve. Et au fond, on a un peu de ça dans l'obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire que on avait ces trois phénomènes que j'ai identifiés, là, qui sont eux-mêmes en dynamique, hein, bon, qui avancent. Et à un moment donné, à une occasion donnée, les trois phénomènes vont converger, cristalliser, et ça va devenir bleu. Et le bleu, c'est, ou le rouge, ou tout ce que vous voulez, peu importe, ça dépend de la couleur qui vous plaît bien, ça va être l'obligation de sécurité de résultat, dans un contexte tout à fait particulier. J'en dis un mot parce que je crois que c'est important. Nous sommes dans les années, et alors ça, Rachel peut en parler sans doute mieux que moi, parce que je crois qu'elle l'a vécu, tout ce combat-là, elle l'a vécu un peu de l'intérieur. Je vais donner mon point de vue d'universitaire, donc forcément un peu plus distancié. Bon. Nous sommes dans les années 80. Nous savons que l'amiante, que l'inhalation de fibres d'amiante engendre des dommages irréversibles à la santé, sous des formes différentes. Nous le savons d'autant mieux qu'il y a à l'époque des tableaux de maladies professionnelles qui identifient, et ce depuis plusieurs dizaines d'années, certaines des pathologies de l'amiante, parmi lesquelles les plus graves, comme le mésothéliome. Bon, on le sait. Pourtant, il y a toujours de l'amiante, on utilise toujours de l'amiante, on travaille toujours de l'amiante. Que ce soit dans la fabrication de plaquettes de frein, pour l'automobile, que ce soit dans l'industrie navale pour le calorifugage des bateaux, que ce soit dans le bâtiment pour l'organisation, pour la lutte contre l'incendie, etc., etc. Bon, on sait que c'est dangereux, mais on continue. Bien. On voit poindre, c'est un effet des 30 Glorieuses et de la massification de la production. On voit poindre dans les années 80 l'expansion des maladies professionnelles liées à l'amiante, qui est restée jusque-là, parce que le temps de déclenchement des pathologies les plus graves, c'est 25 à 30 ans. D'accord ? Donc, les gens qui ont été exposés à la pleine époque du développement industriel commencent à être malades dans les années 80. 80-90. Avant, il y avait bien des cas isolés. Bien sûr que oui. Mais c'était des cas isolés. Et là, on en voit apparaître beaucoup plus. Et là, on commence à s'inquiéter. Et là, premier temps, l'impact industriel, l'impact économique est tel qu'on dit mais non, c'est pas si grave que ça. Et puis c'est des cas isolés. Et puis bon, bref. Donc il y a une phase de dénégation. Un certain nombre d'organisations syndicales et d'associations se créent pour défendre les personnes victimes des pathologies liées à l'amiante. Et elles décident de se placer sur le terrain du contentieux. Quel contentieux choisissent-elles? Elles choisissent le terrain du contentieux de la faute inexcusable. En disant la chose suivante, à l'époque, hein, donc avant les arrêts 2002, en disant la chose suivante, on connaissait la nocivité de l'inhalation des fibres, on n'a pas pris les mesures, ou les employeurs n'ont pas pris les mesures pour éviter l'exposition à l'inhalation. Nous sommes, je passe le détail de l'argutie juridique, Rachel peut-être en parlera, mais nous sommes dans une configuration de faute inexcusable qui va permettre d'améliorer la réparation des victimes en sortant de la fameuse forfaitisation dont j'ai parlé tout à l'heure de 98. Alors, ce n'est pas une réparation intégrale, c'est une amélioration de la réparation. Bon. Procédure, tous azimuts, et 2002, la Cour de cassation est appelée à statuer. Elle statue en faisant quoi? Eh bien,
elle va chercher le texte sur la faute inexcusable dans le Code de la sécurité sociale. Elle va chercher le Code civil. Elle va chercher mon fameux article L230-2, c'est-à-dire celui qui résulte de la directive de 89. Elle le prend, et elle va même dans certains cas chercher le texte pénal, et elle dit, sur cette base-là, c'est sa formule, l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat. Le fait, et elle complète, le fait pour l'employeur de ne pas respecter cette obligation de résultat alors même qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, je vais vite, constitue une faute inexcusable justifiant l'amélioration de la réparation de la victime. C'est-à-dire qu'elle opère la convergence entre le Code civil, le Code de la sécurité sociale, le Code du travail et dans certains cas le Code pénal. Et quand je parlais de cristallisation, on a bien les quatre. Alors, pourquoi le fait-elle à ce moment-là? Ce serait trop long de m'expliquer en détail là-dessus. Je pense qu'elle le fait d'abord parce que le scandale de l'amiante est là. C'est-à-dire que, voilà, on s'est tu pendant longtemps, et puis là, on ne peut plus se taire. Donc la question émerge, monte à la surface, de façon massive. Elle le fait aussi parce que la Cour de cassation est alors présidée par M. Sargos, la Chambre sociale, qui vient du droit civil, qui vient de la Chambre civile. Et à la Chambre civile, il a été le promoteur de la responsabilité médicale. C'est lui qui a fait la jurisprudence sur la jurisprudence contemporaine sur la responsabilité médicale. Dans un sens favorable, évidemment, aux patients sur le versant médical, et il vient avec ses cadres de pensée à la Chambre sociale. C'est lui qui la préside. Et on ne peut pas nier qu'il importe, en réalité, un mode de raisonnement civiliste. Et puis la troisième raison, c'est que la Chambre sociale, nous sommes en pleine époque où on réfléchit à la transformation de la branche AT-MP, accident du travail et maladie professionnelle, et on se dit que peut-être qu'on pourrait aller vers une réparation intégrale des accidents du travail. Et en fait, la Cour de cassation va très loin dans ses arrêts de février 2002 parce qu'elle espère provoquer le législateur à une réforme. Manque de bol, enfin manque de bol ou bol, j'en sais rien, c'est que le législateur de 2002, il n'est pas d'un courage excessif. Et donc, il n'y aura pas de réforme législative, de reconfiguration, on va dire, de la réparation des accidents du travail. Il n'y aura pas de reconfiguration des accidents du travail. Et donc l'obligation de sécurité de résultat, elle sera prétorienne, jurisprudentielle, et elle va vivre sa vie. Mais comme tous les concepts juridiques, alors là je suis juriste, vous savez, les concepts juridiques, ils vivent. Ils sont utilisés par les plaideurs, par les avocats, par les juges, par les syndicats. Et puis on plaide, on discute, et l'obligation de sécurité de résultat va voir son champ d'application s'étendre au fil du temps. Et au fond, toute l'histoire de l'obligation de 2002 à aujourd'hui, 2013, c'est l'histoire d'une expansion permanente. Mais tout ça va tordre nos paradigmes traditionnels. Et les deux paradigmes de base font l'objet d'une torsion. Le premier, j'en dis juste un mot, le paradigme de l'entreprise. Vous savez, unité de temps, unité de lieu, unité de collectivité. Ce paradigme-là, est-ce qu'il est encore présent dans cet état-là? Oui, parfois, bien sûr que oui. Regardez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas bien sûr qu'il faut mettre ça non plus dans le... mais c'est pas grave. Bien sûr que oui, il y a encore des lieux de ce type-là. Vous avez suivi l'affaire des steaks de bœuf et de cheval. Bon. Regardez l'entreprise, les entreprises qui ont été mises dans le débat, on va dire, à cette occasion-là, ce sont des entreprises qui sont exactement fondées sur ce type-là. C'est-à-dire, alors peut-être qu'il y a plus de flexibilité du temps de travail, assez vraisemblablement, mais
Mais bon, on a bien une collectivité de travail qui existe, un endroit donné, avec des bâtiments, un logo, etc. etc. Donc, il n'a pas complètement disparu, le paradigme. Mais évidemment, il est fortement concurrencé par un paradigme nouveau de l'entreprise éclatée, avec des formes quasi caricaturales. Vous savez, ces fameux espaces de bureau où le salarié a son bureau dans son ordinateur portable et l'entreprise qui l'emploie loue pour lui 2 heures sur tel palier à tel endroit. Il vient, il prend son ordinateur, il branche son ordinateur, il a son téléphone portable et il travaille 2 heures. De collectivité de travail, il n'y a plus. De temps de travail quantifiable, il n'y a plus. De lieu de travail, il n'y a plus non plus. Les frontières ont explosé. Bon. Quant au paradigme du droit du travail, eh bien, il est affecté, il est tordu par un double mouvement. Il y a un mouvement de protection. Je prends l'exemple de l'obligation de sécurité de résultat. C'est un mouvement positif d'amélioration de la santé des travailleurs, qui est en même temps concurrencé par différentes choses, concurrencé par les stratégies de contournement. Alors, la sous-traitance, évidemment, le recours aux indépendants, le transfert des risques sur des indépendants liés à l'entreprise par un contrat d'entreprise, par exemple, des stratégies aussi de flexibilité, de flexibilisation. Là, ça touche plus spécialement la durée et le temps de travail. Mais vous voyez bien que les torsions que j'ai identifiées, actuelles, des deux paradigmes, ramènent avec elles, c'est paradoxal, hein, ramènent avec elles une conception beaucoup plus large de l'individu au travail. C'est-à-dire que vous regardiez les nouvelles formes d'entreprise éclatées, que vous regardiez les nouvelles formes de flexibilité, temps de travail, etc., eh bien, vous ramenez la personne du travailleur sur le devant de la scène. Tout ça, alors, je ne dis pas qu'on la respecte, hein, je dis qu'on la ramène sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'on s'oblige en quelque sorte à tenir compte de la personne au-delà du physique de la personne. Parce que la flexibilité du temps de travail vous renvoie nécessairement, par exemple, au problème de la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Nécessairement. Dès l'instant où vous cassez les frontières, dès l'instant où vous n'avez plus le coup de sirène qui vous dit « Allez, tout le monde au boulot, le coup de sirène, ah c'est fini, tout le monde au boulot », dès l'instant où vous donnez aux salariés des outils technologiques qui permettent de les joindre à tout moment et à tout moment, bon, à tout moment je dis bien, et en tout lieu où ils se trouvent, vacances, pas vacances, etc., au fond, vous ramenez la question du mental dans la protection de la santé, quelque part. Ça ne veut pas dire que vous la respectiez, mais ça veut dire que vous la ramenez dans le débat. Chose que vous pouvez vous abstenir de faire lorsque vous étiez dans une logique purement, voilà, coup de sirène, ben voilà, le salarié sort de l'entreprise, on a vécu ça d'ailleurs, hein, le salarié sort de l'entreprise et il vit une autre vie. C'est une autre vie. Voilà. Il y a de nombreux métiers où aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a de nombreuses catégories de travailleurs où ça n'est plus le cas. Je ne parle même pas des cadres, là, pour le coup. Je parle même des agents de maîtrise ou des techniciens, bon, via les systèmes d'astreinte, d'appel, etc., de mail, évidemment. Bon, voilà. Bien. Aujourd'hui, le corps est toujours présent. Hein, il ne faut pas le nier, il est toujours présent dans l'architecture du droit de la santé au travail. Et ce serait une erreur, je pense, que de l'oublier. Parce qu'il y a des métiers où le corps est très impliqué et que le risque physique est bien réel. Exemple, le secteur du bâtiment, mais pas seulement. Exemple, le secteur de la marine, marchande ou de la marine de pêche. Exemple, évidemment il y en a de moins en moins, mais les secteurs industriels. Si les corps ne sont pas présents dans Florange ou à Usinor ou dans les Temps-de-Berre, je ne sais pas. Donc, prudence là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est on baigne dans un impact technologique que pour autant, le paradigme initial, c'est-à-dire la primauté accordée au corps, a complètement disparu. Et évidemment, ça nous pose
une question qui est la question, alors très juridique que je ne fais que signaler au passage, qui est la question de la subordination. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que l'objet du contrat de travail? Que loue, que vend le salarié qui travaille? Est-ce qu'il... Alors c'est pas moi qui suis à l'origine de cette interrogation, j'ai pas cette prétention-là. L'idée qui est remarquablement posée par un auteur comme Alain Supiot, par exemple, hein, dont je vous conseille la lecture, et notamment, le livre date un peu, mais il est quand même, c'est d'une intelligence rare, et ça donne plein d'idées pour vous qui vous intéressez au travail. Je pense notamment au livre qui s'appelle Critique du droit du travail, qui est, bon voilà, on peut être d'accord, pas d'accord, mais voilà. Donc, qu'apporte le salarié à la relation de travail? Est-ce qu'il apporte seulement sa force motrice, son corps? Ça, c'est le vieux rêve de Taylor, en quelque sorte. Hein? Pas d'esprit. Pas d'esprit. Et est-ce qu'il apporte autre chose? Donc, en d'autres termes, est-ce que c'est pas la personne du salarié qui est complètement investie dans l'objet du contrat de travail? Je n'ai pas la prétention de répondre à cette question, là, je la laisse complètement ouverte. Mais c'est une donnée. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, et je termine, c'est que le corps, il est toujours là au processus, au cœur du processus de travail. Il est toujours là. Même dans le travail le plus intellectuel, même dans le travail où l'implication psychique est maximale. Il ne faut pas faire comme si le corps n'existait pas, il est là. Bon. Et parce qu'il est là, il court des risques qui peuvent être physiques, des risques qui peuvent être psychiques, des risques qui peuvent être liés à la précarité, des risques qui peuvent être liés à l'autonomie. Parce que c'est facile de parler d'autonomie, mais vous savez bien que rien n'est plus dangereux que l'autonomie. Surtout si vous n'en avez pas les moyens. C'est-à-dire que décréter l'autonomie du travailleur, c'est mortifère. Alors vous voyez que c'est compliqué, hein, parce que l'autonomie, c'est quand même le discours massif post-68A. Et pourtant, l'autonomie dans le travail, qui fut un temps le discours typique des ressources humaines, on est en train de découvrir que cette autonomie, elle a des effets délétères sur les personnes. Bon, mais sur les personnes, pas sur le corps, là, pour le coup, mais sur l'intégralité de la personne. Il y a toujours des accidents du travail, il y a toujours des maladies professionnelles, quand même, que je sache. D'accord? Et là, je ne parle pas des risques psychosociaux, je parle vraiment des maladies professionnelles, les trois principales, même si certaines d'entre elles ne sont pas sans lien avec ce qu'on appelle communément les troubles psychosociaux, mais les deux maladies principales indemnisées étant quand même, il est bon de s'en souvenir, et à des degrés extrêmement importants, en volume, les TMS d'une part et les cancers professionnels d'autre part. Et voilà, donc on ne peut pas non plus nier le maintien du corps. Mais le corps n'est pas seul impliqué. Et donc le grand défi peut-être aujourd'hui, j'ai dit qu'on avait changé de paradigme, le grand défi peut-être aujourd'hui, c'est de réussir à s'appuyer sur le retour de la personne dans sa totalité dans le rapport de travail pour créer des règles que l'on va rattacher effectivement aux règles relatives à la protection de la santé au travail. Ça, je pense que c'est vraiment le défi d'aujourd'hui, avec en tête hein, cette idée de mon collègue Francis Meyer, là. Vraiment, moi qui me turlupine et que je... Bon, cette idée que peut-être que là derrière, si on... Ça suppose qu'on lutte, hein, bon, voilà, on va pouvoir réintégrer l'intégralité de la personne, ce qui permettrait de sortir de l'ornière traditionnelle qui consiste à dire oui, mais comment voulez-vous faire un tableau des maladies professionnelles sur les troubles psychosociaux, c'est pas possible. Et à l'écouter, c'est plus tout à fait vrai. Et je pense que quelque part, des recherches comme celle de Davzy sur cette question-là, ou des recherches telles qu'elles sont faites ici, justement permettent de recoller les deux morceaux qui avaient structuré le droit du travail de la distinction du psychique et du physique, de recoller les deux morceaux. Et au fond, le grand défi qui nous est lancé à nous juristes aujourd'hui, c'est d'essayer
de bien repenser en termes de santé au travail, les deux en même temps. Voilà. Voilà un petit peu cette mise en perspective, certes rapide, trop rapide sûrement, mais déjà beaucoup trop longue. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser.